Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café. Une nouvelle fois, l'actualité des crypto-monnaies donne le pouls de l'information tech. On va revenir sur les actions pour le moins coercitives de la Chine pour bannir le fait de miner des cryptos sur son sol. Ils avaient déjà initié ça, mais aussi sur les conséquences ailleurs dans le monde. Et tenez-vous bien, on a trouvé le successeur de Paul Le Poulpe. Il prédisait, pour ceux qui se rappellent les résultats du football, peut-être que vous en souvenez, mais dans cet épisode, vous saurez tout sur son successeur. C'est le trader de crypto-monnaie le plus performant, un hamster. Et les scandales Facebook de la semaine dernière vous ont plu. Alors on a encore une livraison de palettes de scandales cette semaine, avec la main lourde pour des paiements à la FTC. C'est la Federal Trade Commission aux États-Unis. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entité, sa mission principale est l'application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux. Donc il y a matière à faire. Et en l'occurrence, c'est a priori des paiements qui auraient protégé personnellement Mark Zuckerberg. On va reparler de ça. On regardera aussi la stratégie du coup de Facebook pour les années à venir, qui risque de prendre un virage vers le matériel. En tout cas, c'est leur intention. Et puis, on se devait aussi de vous parler de la régulation autour des ports des smartphones en Europe, les ports PORTS, bien entendu. Est-ce que l'USB-C sera obligatoire pour tout le monde ? On va voir, mais en tout cas, Apple pourrait peut-être trouver une solution pour ne pas subir cette future règle en supprimant purement et simplement les connecteurs de ses iPhones. On verra, on parlera aussi un peu des caméras qui surveillent les livreurs Amazon, un programme une fois de plus très complet et piquant sur l'actualité tech de la semaine. Vous écoutez donc Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 244e épisode le 28 septembre 2021. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui nous éclaire épisode après épisode dans le décryptage de l'actu tech, auteur du livre Machine de jeu. Vous ne le trouvez presque toujours pas sur internet et il brave un rhume ce soir pour être présent avec vous, c'est Guillaume Bogjaspala. Salut Guillaume. Voilà, je vais essayer de continuer à éclairer, de pas m'éteindre ce soir en direct, de pas décéder en direct, ça serait bien. Ça fera de l'audience, mais je serais malheureux pour toi. Mais je suis sûr que s'il y avait un épisode où tu mourrais en direct, je suis sûr que ça ferait beaucoup de notoriété autour de tes cafés. Tu sais, la culture du scandale. Mais préserve ta voix et surtout, dis-moi si tu as besoin qu'on arrête tout en cours d'épisode. C'est pas grave. Nos auditeurs ne nous en voudront pas, je pense. Parce que nos auditeurs nous aiment, Guillaume, quoi qu'il arrive. Nous aussi. Alors, nous aussi, on les aime beaucoup. Et en plus, eux, ils nous le font savoir. Je vais par exemple vous citer le tout dernier avis Apple Podcast, qui est celui de SB00000, c'est 5 fois 0, qui a dit à ne pas manquer. Je vous suis depuis quelques mois maintenant et je trouve les émissions bien ficelées et d'un haut niveau technique, ce qui vous réserve un peu à un auditoire de technophiles enthousiastes. Avec vous, je n'ai plus l'impression de perdre mon temps dans les transports. Merci. Merci beaucoup à toi. C'est vrai que c'est aussi un des gros avantages du podcast, c'est le divertissement. Au-delà du fond, on espère que le fond qu'on vous met à disposition dans Tech Café est intéressant, mais on espère surtout que tout simplement vous passez des bons moments et que ça occupe des temps qui seraient un petit peu compliqués. Je sais pas, pendant les tâches ménagères, pendant le sport, on pense bien à vous en tout cas. Et si c'est le cas, surtout à votre tour, foncez déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict pour qu'on vous cite dans les épisodes. Au passage, je vous rappelle, c'est important, Tech Café est dispo sur l'application de podcast Tumult, ça s'écrit T-U-M-U-L-T. Et l'avantage, c'est que vous pouvez réagir à un emplacement précis de l'épisode pour entamer le dialogue. Vous pouvez faire pause, donc par exemple dès maintenant, pour nous faire tout simplement un petit coucou, et puis on pourra dialoguer comme ça autour de ce petit coucou, et vous pourrez réagir tout au long de l'épisode avec des commentaires qui sont comme ça figés à un instant du podcast pour réagir et revoir le commentaire dans le contexte. On en profite pour remercier en particulier RJ, Obuf et The Pomme qui deviennent des auditeurs premium. Ils bénéficient d'un flux privé garanti sans pub parmi d'autres avantages en s'étant abonnés à Patreon. Patreon, c'est nous soutenir, nous rémunérer pour le travail, notre régularité, nous aider à nous équiper, améliorer l'émission et puis s'assurer que le podcast restera là encore longtemps. Pour en savoir plus, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, la collection de news qui va nous intéresser concerne plusieurs sujets autour de la crypto-monnaie, parce qu'on a déjà relayé dans de précédents épisodes que la Chine avait commencé à tirer à balles réelles sur les mineurs de crypto-monnaie. Ça se confirme. Clairement, la Chine interdit les transactions, cette fois-ci en crypto, et va un cran plus loin, Guillaume. Ouais, il y a plein de petites news Bitcoin cette semaine, alors ça y est, s'y attendait un petit peu, la Chine interdit complètement, ça y est, les cryptos sur son sol. Bon, précisément, il est désormais interdit de faire des transactions en crypto.
Donc c'était déjà interdit de miner des cryptos, les institutions bancaires étaient déjà interdites d'y toucher. Bon, on peut résumer en disant que les cryptos sont interdites en Chine, quoi. Et bon, évidemment, Bitcoin et Ethereum ont dévissé, hein, comme on dit, suite à la nouvelle. Après, ils se sont stabilisés depuis autour des 37 300 € et 2640, là, quand j'ai regardé. Bon, Bitcoin était passé sous les 35 000, il se reprend donc, hein, parce que finalement, je trouve que ce crash aurait été plutôt contenu. Oui. Après, bon, c'est pas comme si c'était complètement inattendu, plus comme move, parce que la Chine avait déjà pris des mesures contre les cryptos. On s'en souvient, contre le minage, c'était il y a pas si longtemps, hein, donc c'était une question de temps, avant que Pékin souhaite imposer, voilà, on sait que Pékin veut imposer son yuan rapidement. Voilà, on va balayer la concurrence, ça c'est sans doute une bonne idée. Mais en plus, la Chine est actuellement dans une situation financière qui rappelle des souvenirs un petit peu bizarres, comme celle de 2008 aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est Pod la dernière fois qui avait évoqué Evergrande, je sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Evergrande, c'est une énorme boîte d'immobilier, c'est la deuxième de Chine. Et l'immobilier en Chine, c'est pas de la rigolade, hein, parce que c'est quand même presque un tiers du produit intérieur brut chinois. Et pendant 40 ans, la Chine a construit et vendu des maisons à tour de bras, à un rythme complètement démentiel d'ailleurs, et ça a commencé vers le début des années 80. Il y a eu des réformes économiques, il y a eu aussi un exode rural massif, et donc les terrains coûtaient peu, il y avait une frénésie d'achat, qui a conduit à une frénésie de construction encore pire en fait, à tel point qu'on estime qu'actuellement, il y aurait de la place pour plus de 90 millions de personnes dans les logements vides chinois. Énorme quand même, hein. Quand tu y penses, 90 millions de personnes, c'est largement plus, bien plus que la population de la France, quoi, par exemple. C'est démentiel, exact, et complètement. Et bon, le pire, c'est qu'en plus, la tendance démographique s'inverse. C'est-à-dire que la population active commence à chuter, les retraités chinois partent des mégapoles, ils retournent un peu vers la campagne. Et donc, en gros, la bulle immobilière chinoise, elle est en train de péter, ou elle va peut-être péter. Et Evergrande, évidemment, il a été partie prenante de tout ça, hein, de toute cette bulle, en construisant à tout va, sur de l'endettement. Il a quand même dans les 260 milliards de dettes. Donc je dis de l'endettement, c'est de l'endettement lourd. Et ça depuis grosso modo 20 ans en fait, hein, ça fait 20 ans, puisque Evergrande, c'est un truc qui est assez jeune, c'est 1996, et son PDG, il est plus riche que Jack Ma, c'est le mec le plus riche de Chine. Pour l'instant. Parce que bon, évidemment, il a parié, en fait, ils font toujours le même pari, hein, finalement, c'est que les prix de l'immobilier, ça peut pas baisser. Voilà, la hausse continue des prix de l'immobilier, c'est un grand classique, hein, c'était aussi à la base de la crise de 2008. Et voilà, donc ça peut pas baisser, sauf quand ça peut plus monter, en fait. Parce que mi-2020, le système était déjà à bout, en fait, hein, ils bradaient leurs apparts pour faire rentrer l'argent frais. Je parle d'Evergrande, là, hein. Et donc c'est le début de la fin, parce qu'il y a eu 29% de rentrées en moins, une action qui saute de l'avion sans parachute, et aujourd'hui, les bénéfices suffisent même plus à payer les intérêts des emprunts. Et en août, en plus, le gouvernement avait explicitement demandé à ce que les boîtes du secteur réduisent leur ratio de dette. Et pour Evergrande, ça a été la cerise sur le caca. Parce que, t'imagines pour quelqu'un qui a 260 milliards de dettes, du jour au lendemain, c'est compliqué voilà. Donc, c'est un problème qui est plus large qu'Evergrande, bien sûr, hein, puisque les provinces chinoises vendent des terrains aux promoteurs, et ça leur fait des grosses rentrées d'argent. Et en fait, c'est même un tiers de leurs recettes. Et puis, cette année-là, c'est-à-dire l'année qui vient de passer, ils en ont vendu 10 fois moins. Ce qui les met en difficulté, du coup, parce qu'elles sont elles-mêmes lourdement endettées, bien sûr. Donc, c'est un climat qui est hyper anxiogène pour les investisseurs en ce moment en Chine, ce qui pourrait les pousser à expatrier leurs capitaux. Or, Xi Jinping, il n'aime pas ça du tout. Les flots de pognon, ils doivent rester en Chine, circuler en Chine. C'est vrai que c'est la base. C'est très régulé, ça. Du coup, évidemment, les cryptos, ça sera un moyen de contourner les règles et de dépayser le cash. En période d'incertitude comme ça, et du coup, on peut se dire que l'interdiction des transactions en crypto rend cette fuite impossible. C'est peut-être la raison pour laquelle c'est arrivé maintenant. Bon, après, voilà, quant à savoir, comme ça se murmure, Evergrande, le Lehman Brothers chinois, on verra bien. Pour l'instant, la bulle immobilière n'a pas vraiment encore éclaté, hein. La dette d'Evergrande, c'est vrai qu'elle est colossale, mais elle est répartie dans une multitude de créanciers. Et ils sont empruntés à toutes les banques possibles, je sais pas, de Chine. Tous les signes sont en rouge pour que ce soit une catastrophe qui puisse s'étendre très rapidement, quoi, en fait. Ça pourrait, mais les banques chinoises sont plus solides, en fait. Elles ont les grandes banques chinoises ont les rangs relativement solides, et le gouvernement, lui, il se gênera pas pour intervenir lourdement si ça part en couille. Bon, en tout cas, ça signe quand même la fin d'une époque pour la Chine, parce que voilà, la croissance va se tasser encore plus que prévu, probablement. Donc on sera peut-être sous les 3% cette année. Souvenez-vous, il y a 10-15 ans, c'était plutôt autour de 10%. Donc voilà, oui, même en Chine, dans les années fric, c'est fini.
Oui, et peut-être que cette situation financière autour de l'immobilier est pas évidemment la seule raison, le seul motif pour lequel la Chine bannit les cryptos. Je pense que c'est assez philosophiquement proche de la manière de considérer la Chine de l'intérieur que de bannir les cryptos. De toute façon, c'est clair que c'est un des moyens d'échapper au contrôle, les crypto-monnaies. C'est un peu l'ADN, c'est la raison pour laquelle c'est autant défendu. Donc oui, je peux comprendre que ce soit un peu trop source de liberté pour des transactions et ça puisse poser problème. Et alors, ce qui est hyper intéressant, alors au passage, j'en profite parce que je le dis jamais, mais j'ai pas l'occasion de souvent lire. Ça fait partie des sources de contenu que je consulte pas très très souvent. Je me flagelle, mais Ars Technica. Et à chaque fois, Guillaume, que tu mets des articles dans les notes de l'émission, vous les retrouvez sur techcafé.fr, qui pointent vers Ars Technica, je trouve que il y a, alors c'est de l'anglais, il faut quand même être à l'aise pour lire l'anglais, mais je trouve que leurs articles sont diablement bien écrits et bien travaillés. La maquette est hyper sympa, je trouve, et au passage, c'est toujours hyper intéressant de suivre ces actualités sur Ars Technica. Je crois que dans cet épisode, tu as encore mis pas mal d'articles vers ce site, donc bon, allez les consulter. Au passage, donc ce qui est intéressant par rapport à ce bannissement des transactions et du minage de crypto-monnaies, et en particulier du minage, c'est de voir où est-ce que se déplace cette activité. Et Guillaume, tu as une réponse. Où est-ce que sont partis les mineurs de crypto-monnaies quand ils sont partis de Chine? Ben ouais, j'évoquais tout à l'heure l'interdiction de miner des cryptos en Chine, c'était en juin dernier en fait, et ça a fait très mal au Bitcoin en particulier, puisque ça a grosso modo divisé par 2 la puissance du réseau. Et 4 mois plus tard, donc du coup, comment ça se passe? Les machines sont reparties, en tout cas 50% de la perte a été récupérée, puisque la puissance du réseau elle est autour de 130 exahash, contre 180 avant l'interdiction. Donc ça reprend, lentement en fait, mais ça reprend. Et ça reprend où? Alors ça reprend au Kazakhstan, ça reprend en Russie, mais ça reprend surtout un endroit qu'on n'aurait pas imaginé, en tout cas que moi j'aurais pas imaginé, ça reprend au Texas. Le Texas, et oui, cet état républicain qui s'illustre dernièrement de l'actualité pour de très mauvaises raisons, mais qui n'ont rien à voir avec la tech, donc on va pas en parler. Le Texas, qui a donc pour lui une législation favorable, comprendre laxiste et opportuniste. Et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, veut faire apparemment de son état un crypto leader. Alors, il faut dire que l'électricité au Texas, elle est moins chère que dans les autres états, puisqu'elle est dans les 7 cents du kilowattheure. Le marché de l'énergie étant quasi complètement dérégulé là-bas. Oui, effectivement, il est en compétition ouverte, et effectivement, ça fait très clairement des prix de l'énergie qui sont hyper bas, en fait. En tout cas, par rapport aux autres États américains. Alors, c'est une grille qui est aussi plus robuste et développée que celle du Salvador. Et puis, c'est un État très libertaire. Et ça de quoi séduire évidemment les exilés chinois qui sont victimes de leur gouvernement. Mais perso, ça me laisse songeur, parce que le Texas, c'est quand même un des États les plus chauds des États-Unis. C'est un des endroits les plus chauds sur Terre, en été même des fois. Un tiers de la production électrique du Texas, elle est décarbonée, se comprendre au nucléaire et renouvelable. Donc ça veut dire que pour les 2 tiers, c'est du gaz et du charbon, à 44 et 19% respectivement, pour être précis. Mais surtout, souvenez-vous l'hiver dernier. Pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé au Texas l'hiver dernier, la grille du Texas est passée à quelques minutes de l'effondrement généralisé. Il y a eu des blackouts qui ont duré pendant des jours et des jours, alors que l'État connaissait un des pires hivers de son histoire. Alors j'exagère pas, la vague de froid a causé un pic de demande, alors même que ce froid paralysait certaines centrales en gelant les turbines ou divers équipements, voire d'ailleurs l'approvisionnement en gaz lui-même. Et du coup, sans gaz, pas d'électricité, et puis l'approvisionnement en gaz lui-même, il demande de l'énergie, donc voilà, ça fait boule de neige, si j'ose dire. Et donc, miner du Bitcoin, c'est super énergivore, et je me demande si rajouter cette lourde charge au réseau électrique texan à la veille de nouvel hiver est une si bonne idée. Bon, écoute, on verra bien. Pour finir, l'arrivée en masse des boîtes chinoises sur le sol américain dans le climat actuel, je sais pas. Mais bon, les républicains texans sont tout feu tout flamme en ce moment, voilà, on a bien vu. Il faut bien garder à l'esprit que la démographie de l'État évolue, que les républicains perdent du terrain mécaniquement aussi, et donc avec elle les politiques évoluent aussi, donc voilà, je sais pas exactement si dans 10 ans ce sera toujours comme ça, mais bon, écoute, voilà, le Texas, nouvelle Eldo Crypto, écoute... je pense aussi qu'il y a un enseignement que vont avoir ces grosses fermes pour miner de la crypto, c'est qu'ils vont peut-être moins s'attacher à un emplacement. Et je serais pas étonné qu'ils anticipent des coups d'avance et qu'ils soient un peu mobiles. En fait, ils sont en train quand même de déplacer des grosses infrastructures. Ouais, c'est les forums de la crypto. Oui, c'est ça.
C'est quelle belle image, effectivement. Bon, je sais pas s'ils peuvent être mobiles en permanence, mais je suis à peu près persuadé que sur de telles structures et de telles organisations, ils vont anticiper des mouvements à venir, et en tout cas, ils anticiperont peut-être mieux les contextes de régulation. Et je trouve d'ailleurs que, en fait, en quelques mois, si tu regardes, le mouvement se fait, ce qui, du coup, est quand même assez rapide. Donc on voit qu'il y a un sacré avenir pour le meilleur et pour le pire autour du minage de crypto-monnaies dans le monde. On continue avec les cryptos, avec Twitter qui propose un service qui est beaucoup plus proche de nos usages au quotidien en matière de crypto, en tout cas, mais pas que. C'est le fait de pouvoir payer, de s'envoyer des sous et on peut les envoyer en Bitcoin. Ça y est, c'est une transaction qu'on peut faire directement sur Twitter, Guillaume. Oui, étant donné l'enthousiasme de Jack Dorsey pour le Bitcoin, c'est cohérent. Et ce qu'il avait annoncé de toute façon sur son propre compte, c'est pas très étonnant de voir arriver la fonction de tipping en Bitcoin sur Twitter. Donc c'est la fonction de pourboire qui est arrivée la semaine dernière et qui permet de rémunérer un compte Twitter, et ça te permettra de le faire en Bitcoin via Strike, qui est donc en partie financé par Dorsey lui-même. Et la prochaine étape, ce sera des badges, en fait, qui s'afficheraient sur ton profil pour certifier que t'es bien le propriétaire d'un NFT donné. Donc l'appli irait chercher l'info directement dans ton portefeuille. Donc, l'arrivée des cartes Panini virtuelles sur le compte Twitter, c'est sans doute ce dont le monde avait besoin, j'imagine. Oui, clairement, et j'ai hâte de voir toutes les collections s'étaler. Moi, je m'interroge encore sur la nature des transactions qui peuvent avoir lieu sur Twitter financières. Je parle pas des NFT, mais je parle vraiment des achats et des paiements. Je doute pas qu'il y aura plein d'idées de transactions et de services qui vont pouvoir se monter. Et j'ai pas trop de doute sur le fait que c'est une fonctionnalité qui va rester encore très longtemps de toute façon. Un truc qui reste depuis longtemps et qui est probablement pas prêt de s'arrêter. Il y a eu plusieurs vagues et des attaques assez critiques autour d'entreprises clés avec les ransomware, et on avait dit que certains de ces acteurs autour du ransomware avaient une certaine éthique sur le fait qu'ils attaquaient des infrastructures qui n'étaient pas essentielles. Alors ce sujet revient sur le devant de la table, le dessus de la table, le devant de, je sais plus quelle est l'expression, mais elle revient dans le cœur de l'actualité parce qu'il y a un acteur hyper important dans le domaine de l'agroéconomie qui est ciblé par un ransomware, Guillaume. Ouais, après la viande, le blé, ça, les ransomware continuent. Aux États-Unis, c'est encore un acteur de premier plan qui est touché. Effectivement, c'est New Cooperative. Vous connaissez pas? Non, moi non plus, c'est tout à fait normal. Non, évidemment, on ne connaît pas, mais les agriculteurs américains, ils connaissent bien, puisque leurs logiciels sont utilisés par 40% de la production de céréales du pays, et la gestion de 11 millions de têtes de bétail. Mais ça a pas été Black Matter, qui les ont attaqués, et ils les ont forcés à se mettre offline. Donc Black Matter dit ne pas s'attaquer aux infrastructures critiques, et apparemment ils considèrent pas que New Cooperative est critique. Même si sa neutralisation peut carrément mettre à mal la chaîne d'approvisionnement en bouffe. C'est quand même critique, mais bon, écoute. Alors pour JBS, c'était 11 millions de dollars la rançon. Pour New, c'est seulement 5,9 millions. Alors New va se plaindre à la CISA. C'est la récente instance de cybersécurité du Department of Homeland Security. Bon, on verra bien comment l'administration Biden va prendre la chose. Ce qui est sûr, c'est qu'ils commencent à en avoir gros sur le haricot. Ça commence à leur courir sur la patate, toutes ces attaques. Et comme dans quasi tous les cas, les paiements des rançons se font en crypto-monnaie, le département du Trésor commence à taper sur les bourses d'échange qui sont peu regardantes, on va dire, sur la provenance des fonds. Et ça commence avec Suex, qui est désormais bloqué dans le pays. D'après le Trésor, c'est pas moins de 40% des transactions qui sont faites par Suex qui seraient d'origine illégale. Bon, c'est le premier coup, mais c'est certainement pas le dernier. Il faut taper, là, évidemment, là où ça fait mal. C'est sûr. Et moi, ce que j'adorais dans la manière dont était relaté l'article, c'est qu'on a une copie d'écran du site de Black Matter et qui dit « Nous n'attaquons pas les hôpitaux, les infrastructures critiques, donc par exemple les centrales nucléaires, C'est rassurant. Ah oui, c'est ça. C'est hyper rassurant. Ils s'attaqueront pas non plus aux centrales de traitement de l'eau, aux industries pétrolières, à la défense, aux organisations associatives et aux secteurs gouvernementaux. Donc tu vois, ils ont quand même une éthique. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont même le message: si jamais votre entreprise est dans cette liste, vous pouvez nous demander une clé de déchiffrement du ransomware gratuite, on vous l'offrira. Et effectivement, ce qui est assez dingue, c'est que ils affichent une éthique d'un côté et qu'en même temps ce soit aussi restrictif. Et de toute façon, il y a quand même un paradoxe assez
difficile à concevoir d'avoir des acteurs et des pirates qui se voudraient avoir une éthique. Ça laisse toujours songeur, mais bon. Il y a plein de trucs qui manquent, non, en plus, dans leur liste, là. Ah bah pour le moins. Je veux dire, tout ce qui est pétrolier, tout ce qui est, enfin, tu vois, je veux dire, les mecs peuvent paralyser un pays, c'est pas forcément critique. C'est listé, autour du pétrole et de l'industrie du gaz, les pipelines, etc. Mais d'accord. C'est la seule exception que j'ai pas citée. Mais effectivement, tout ce qui est lié à l'alimentaire, ça me semble être tellement évident. Je pense tout simplement qu'ils y avaient pas pensé et que leur liste était un petit peu faite à la va-vite, mais bon. Et puis, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Bitcoin.org a été piraté et certains se sont fait avoir, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume ? Oh bon, il s'est passé un truc assez simple en fait. Hein. Bitcoin.org a été piraté pendant quelques heures et ça a été une tentative d'escroquerie qui était assez grosse puisqu'en page d'accueil il est apparu un message genre envoyez des bitcoins à cette adresse, vous recevrez le double. Mais oui, bien sûr. Ça marche, hein. Ouais. Alors, les pirates ont récupéré l'équivalent de 15 000 €. Donc, c'est pas énorme. Ça a eu moins de succès qu'une tentative exactement similaire qui a eu lieu l'an dernier aux États-Unis, mais qui, par contre, utilisait des comptes Twitter piratés de célébrités. Donc, il fait exactement la même chose, mais évidemment, comme c'était des comptes de célébrités, voilà, apparemment, ça a mieux marché. Il y a eu 120 000 balles de butin quand même. Bon, clairement, de toute façon, voilà, il y a plein il y a plein d'arnaques, hein, maintenant sur les cryptos. Il y a énormément de fric à se faire sur les cryptos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il est difficile de résister à l'appel d'une apparente fortune facile, tu vois. Et là, l'engouement pour les cryptos, les NFT, ça attire aussi les escrocs qui exploitent des ficelles parfois faciles, hein, mais toujours efficaces, hein, du social engineering. Comme ce pauvre gars qui s'est fait littéralement voler ses NFT sur un Discord. Il croyait que c'était le Discord OpenSea. Il s'est fait voler pour 150 Ethers de NFT. Et en fait, il a envoyé une photo d'écran. Parce que voilà, le service support, soi-disant, lui a demandé une photo d'écran pour savoir ce qui se passait sur son PC. Et puis, sur cette photo d'écran, il se trouvait qu'il y avait son QR code, et voilà, l'accès à son wallet. Bon, écoute, voilà. Après, on compte plus non plus les faux NFT, les NFT qui sont vendus sur des œuvres qui n'appartiennent pas du tout aux vendeurs, ou tout simplement le classique des leads initiés, hein. C'est comme cette histoire chez OpenSea. Il y a un mec qui a acheté les NFT qui allaient être mis en avant sur le site avant qu'ils apparaissent. Évidemment, une fois qu'ils apparaissent, ils ont acheté, ils prennent de la valeur, etc. Bon, c'est un move assez idiot au passage, hein, puisque toutes les transactions sont publiques sur le blockchain Ethereum, comme sur Bitcoin. Anonyme, certes, mais public. Donc si on relie un wallet à un nom, c'est plus anonyme non plus, en fait. Et les transactions associées non plus, du coup. Évidemment, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, il y a du fric à se faire avec les cryptos, et puis bon, la preuve ultime, c'est avec MrGox. Oh, ça c'est vraiment du grand plaisir. Alors vraiment, dans la préparation de l'émission et dans la veille que tu avais listée, j'ai eu un moment de plaisir et un moment un peu coupable où j'ai lu ça, c'est assez génial. Raconte-nous ce hamster génial. Mais oui, mais le premier est sans doute le seul hamster trader du monde. MrGox, il fait dans les cryptos, et sa performance est remarquable, puisque depuis juin, son portefeuille a pris 20%. C'est mieux que Warren Buffett. Si c'est pas beau, ça. Alors, comment ça marche ? MrGox, de ses vrais hamsters, il utilise sa roue. Donc, il a une roue dans sa cage. Et en fait, quand il tourne dans sa roue, ça fait tourner une roue de sélection, enfin une roue de sélection de crypto, donc du Doge, du Ripple, du ADA, de l'Ether, voilà, évidemment. Et puis, il a des tubes aussi dans sa truc, et quand il passe dans un tube, ça fait vendre ou acheter une certaine quantité de cette crypto particulière. Donc s'il passe dans le tube de gauche, il achète, sinon il vend, quoi. Alors les débuts furent un petit peu difficiles, hein, parce qu'après 1 mois et 95 transactions, il avait perdu 23 € sur les 326 de sa mise de départ. Mais voilà, il en veut, hein, ce rongeur, il en veut. Il se décourage pas, et c'est devenu un véritable expert du trading crypto avec le temps, puisque 20% de rentabilité. Qui dit mieux ? Je veux dire, franchement, même si un hamster y arrive, pourquoi pas moi ? Et alors du coup, est-ce que ça démontre que n'importe quelle transaction faite au hasard amène forcément à des résultats positifs à long terme ? J'ai du mal à interpréter ce que ça veut dire. C'est facile d'interpréter, hein. En réalité, c'est relativement simple. Si tu regardes il y a une photo que j'ai trouvée, alors il faut regarder un petit peu, mais il y a une photo que j'ai trouvée qui compare donc les performances de MrGox avec d'autres marchés. Donc t'as Nasdaq, tu as les banques, t'as d'autres fonds d'investissement, et puis t'as Bitcoin, tout simplement. Et en fait, si tu regardes les courbes de MrGox et les courbes de Bitcoin, elles sont très étroitement liées. Elles sont clairement indexées. En fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que aléatoirement, il a acheté des cryptos, et que globalement, les cryptos, à peu près, hein, on va dire, à une vache près, elles sont calquées sur le cours de Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, ma foi, la
la roue aléatoire qui fait acheter et vendre des trucs, ben voilà, elle va juste être profitable. Puis si le Bitcoin descend, ben elle va être moins profitable, c'est tout. Je suis tellement déçu. Je pensais qu'il avait trouvé un truc génial, ce hamster. Mais j'ai beaucoup d'amour pour lui. On le voit en vidéo s'exciter sur sa petite roue et passer dans les tunnels. Maintenant, il a un petit bureau avec des petits ordinateurs en balsa. C'est mignon. Oui, j'ai vu ça. Il a renversé son écran à un moment dans la vidéo. Il était pas content. J'aime beaucoup cette histoire. Quand ça baisse, c'est difficile. C'est compliqué. Il se met en colère. Un peu comme le panda là qu'on voit dans les gifs et qui tape sur son écran. J'adore. Allez regarder la vidéo. Vous avez tout ça dans les notes de l'émission, bien entendu. Et puis surtout, on va conclure cette rubrique particulièrement enthousiaste autour de la crypto-monnaie une fois de plus, mais pour vous rappeler qu'en plus d'avoir le fonctionnement du Bitcoin qui est comme d'autres crypto-monnaies, pas toutes, mais comme beaucoup d'autres crypto-monnaies très énergivores, il y a aussi un autre effet de bord assez difficile pour l'environnement, c'est la consommation de matériel. On l'identifiait pas bien jusque-là, Guillaume, et là on a quelques éléments complémentaires qui nous montrent à quel point c'est soucieux de générer du renouvellement de matériel, la crypto-monnaie, Guillaume. Ouais, c'est consubstantiel. Alors sur Quartz, ils reviennent effectivement sur cet aspect de l'impact de Bitcoin sur l'environnement, donc les déchets électroniques. Puisqu'en général, c'est vrai ce qu'on connaît le plus, c'est la consommation monstre d'énergie du réseau, et c'est une centaine de térawattheures par an, soit à peine moins que les Pays-Bas, et plus que les Philippines. Et tout ça pour un nombre toujours famélique de transactions utiles. Enfin, je veux dire, le Salvador a rien changé, malgré son président, qui se qualifie lui-même dictateur le plus cool du monde. Je cite, c'est un joli titre. Voilà, c'est très beau. Mais bon, bref, du coup, on oublie souvent de mettre aussi dans la balance le fait que les machines qui minent le Bitcoin, comme vos PC, évoluent, et que le turnover est encore plus rapide que vos PC en général, parce que y a un bénéfice direct, sonnant et trébuchant, à se mettre à niveau le plus rapidement possible. Donc Quartz relaie une étude qui quantifie la quantité de déchets que génère ce turnover accéléré. Accéléré, il l'est bien, puisque la durée de vie d'un mineur à Bitcoin, d'une machine à Bitcoin, c'est 1,3 ans. Et il faut dire qu'un mineur à Bitcoin, c'est une machine ultra spécialisée en plus, Ça fait rien d'autre, littéralement. Donc, si elle est pas rentable, elle part à la poubelle. Un point, c'est tout. Elle sert strictement à rien. Donc, en conséquence, ils ont évalué que le réseau Bitcoin générait 30 700 tonnes de déchets électroniques par an, soit en gros la quantité d'appareils électroniques jetés par les Hollandais. Encore eux, je sais pas ce qu'ils foutent, les Hollandais, franchement. Et quand je dis que le nombre de transactions est très faible, j'exagère pas du tout. Si on considère le poids des déchets, et si on le ramène au nombre de transactions par an, tout ça c'est le nombre de transactions, c'est public, c'est assez facile à trouver. Donc si tu ramènes donc le poids des déchets total au nombre de transactions, c'est comme si vous jetiez un iPad toutes les 2 transactions. Incroyable. Donc pour l'instant, une transaction Bitcoin consomme autant qu'1 million de transactions Visa à peu près. C'est le chiffre de Business Insider qui date de juillet dernier. 2 transactions Bitcoin, c'est donc 3500 kWh, et l'équivalent d'un iPad jeté à la poubelle. Mais bon, écoute, comme il y a du fric à se faire, tout le monde s'en fout. Oui, sauver un iPad, boycotter le Bitcoin, comme tu mettais dans les notes de l'émission. Vous avez compris que les enjeux autour des crypto-monnaies sont multiples. C'est toujours pareil, je veux dire, c'est... Pardon. Et pour moi, de toute façon, ce qui est clair, c'est que... tu peux pas t'amener avec une solution technique qui est 1 million de fois moins efficace que celle qui est en place et dire rationnellement que c'est l'avenir, quoi. C'est absurde. Absolument. Donc tout ce qu'on dit, tout ce que je dis depuis longtemps, c'est que les monnaies preuve de travail, proof of work, doivent mourir. Elles doivent mourir, le plus tôt sera le mieux, et laisser leur place à des solutions plus modernes, des technologies différentes et efficaces. Que ce soit les proof of stake ou autre chose, mais il faut avancer, quoi. Voilà, il faut arrêter de s'accrocher irrationnellement à des trucs dépassés comme ça. On change un petit peu de rubrique, on va parler de nos fameux scandales Facebook de la semaine. Vous l'aimez cette rubrique, et vous avez apprécié le dernier épisode où il y a eu une livraison assez fraîche de bons vieux scandales. On a une nouvelle livraison là pour cet épisode, à commencer par un chiffre, écoute, extraordinaire. Moi, Guillaume, si j'avais tout l'argent du monde, je m'en servirais à tort et à travers pour me protéger individuellement. J'ai envie de un petit peu pointer du doigt ce qui s'est passé du côté de Mark Zuckerberg, Guillaume. Ben oui, encore un petit SFS, on s'en lasse pas. Alors, outre le fait d'ailleurs que sa propre Cour suprême, la Cour suprême de Facebook, donc, elle a pas très bien pris. Oui, c'est pas la Cour suprême des États-Unis, c'est la Cour suprême de Facebook qui statue à la place de Facebook en toute indépendance sur leurs actions. Exactement. Donc on parlait du cross-check, cross-check qui amenait essentiellement à laisser dire n'importe quoi aux gros comptes. La Cour suprême de Facebook a pas très bien pris cette histoire-là et elle voudrait avoir un droit de regard dessus. Mais il y a encore un autre scandale cette semaine qui a été révélé par le Washington Post, et cette fois c'est un procès intenté à Facebook par ses actionnaires.
par des actionnaires en fait de la société elle-même. Donc on se souvient de l'affaire Cambridge Analytica, évidemment, en 2019, qui avait abouti à une amende record de la FTC de 5 milliards de dollars. 5 milliards, c'est vraiment beaucoup, oui. Même pour un gros scandale. Donc ça n'était ému d'ailleurs, hein, même ici. Le record jusque-là, c'était 168 millions. On est quand même loin du compte. Et en fait, on est tellement loin que ça en est suspect. Et si on en croit les documents récupérés par le journal, Facebook a volontairement payé la FTC 5 milliards au lieu d'une centaine de millions pour éviter expressément de nommer Mark Zuckerberg dans les papiers et de le mettre en cause directement, ou même de requérir une déposition ou une comparution de sa part. Voilà, et là je pense je suis sûr que à 4,9 milliards, tu peux exiger un certain nombre de choses, oui, effectivement. Bah clairement, c'est là que tu vois que t'as réussi dans la vie, quoi. C'est-à-dire, quand ton pays t'attaque, ou enfin attaque ta boîte en justice, et que tu peux déployer un bouclier à 5 milliards pour te protéger, je veux dire, Marc, c'est Captain America, en fait, hein, avec un bouclier magique, quoi. Sauf que bon, voilà, les actionnaires sont pas très contents, quand même, de voir filer 4,9 milliards de bilan juste pour protéger les fesses de Zuki. Et bon, mieux encore, hein, ça va encore plus loin, Zuckerberg et Sheryl Sandberg seraient coupables de délit d'initié. Parce qu'ils savaient que l'affaire Cambridge Analytica allait péter, ils savaient que ça allait sortir et que donc ça allait faire plonger l'action, et donc ils ont vendu des parts en accéléré avant de rendre tout ça public. Alors, les actionnaires en question ne sont pas des petits, puisqu'on y trouve par exemple le fonds de pension des enseignants de Californie, et ça gère quand même 250 milliards de capital, hein, cette petite entité. Et pour faire bonne mesure, allons-y, ce procès en fait est couplé à un autre procès pour faire 2 anneaux, qui vise cette fois Palantir. Palantir, c'est la boîte de Peter Thiel, et en fait, d'après un lanceur d'alerte, il s'avère que Palantir avait des liens avec Cambridge Analytica. Mais genre, les mecs de Palantir allaient bosser chez Cambridge, et voilà, c'était chez eux, quoi. Donc en gros, toute la clique Trump, Thiel, Mercer, Zuckerberg avait apparemment des liens assez forts, voilà, c'est un tout petit monde. C'est pas faute d'avoir essayé d'améliorer son image, hein. Mark Zuckerberg, après le scandale, donc aurait boosté le marketing de sa compagnie, au point de diffuser de la promotion pour Facebook au sein même des flux personnalisés. Voilà, on en parlait la semaine dernière. Bon, enfin, ça a plus ou moins marché, bien entendu. Mais voilà, il y a, donc ça part de tous les côtés, et d'ailleurs, pour clôturer le sujet, on parlait la semaine dernière d'InstaKids, donc on disait que c'était pas le meilleur moment, on va dire, pour le lancer, et bon voilà, Facebook a officiellement suspendu ses plans pour Instagram Kids. Il avait été exhorté à le faire par 44 procureurs généraux aux États-Unis quand même, hein, et indirectement aussi par les réglementations de plus en plus restrictives pour les enfants dans plusieurs pays. Bon, InstaKids est pas enterré, hein, pour le coup, mais il est sur pause, voilà, une grosse pause. C'est peut-être pas le meilleur moment pour continuer à faire des annonces autour d'InstaKids avec ces circonstances-là, effectivement. Alors, un truc qui est hyper intéressant, c'est de voir que Facebook est quand même une boîte qui, historiquement, arrive à bien mener sa barque, hein. Preuve en est, ils arrivent à payer des amendes à des prix records, bien au-delà de ce qui est attendu pour se protéger. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont réussi dans la vie, ces gens-là. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils s'orientent sur l'avenir. Et il y a un mouvement stratégique, bon, qui a été annoncé par Mark Zuckerberg, mais qui est pas très tangible quand même, hein. Cette histoire de métavers, on sent qu'il y a une intention, on sent qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est simplement de la réalité augmentée, réalité virtuelle, qui est un peu intelligemment pensée et qui a intégré un écosystème? On sait pas, on verra. Ça manque de clarté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une place de plus importante pour le hardware, dans la stratégie de Facebook, dans la vente de matériel. Je fais une petite parenthèse pour dire que il y a une newsletter de Benedict Evans qui est vraiment excellente, que je vous invite à lire et à suivre chaque semaine, où il revient un petit peu sur le fait que Apple est aussi une marque qui arrive à capitaliser sur justement le hardware, alors qui peut être critiqué sur beaucoup d'autres aspects autour des services, mais qui a cette force d'être protégé d'un certain nombre de scandales, aussi parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de hardware. J'ai l'impression que ça donne des envies à Facebook, non, Guillaume? Ouais, bah oui, puisque Facebook a un nouveau CTO, donc Chief Technology Officer, et c'est Andrew Bosworth, qu'on appelle commodément Boz, alors je vais pas m'en priver. Donc Boz, c'est le boss si de la Mark division Zuckerberg matérielle. lui-même l'appelle Boz, tu peux l'appeler comme ça. Ouais, on va l'appeler Boz, c'est tellement plus simple. Et donc ouais, c'est le boss de la division matérielle, c'est-à-dire voilà, donc il continue d'ailleurs de l'être en plus de devenir CTO, donc c'est lui qui supervise les Quest, les Portal, les autres lunettes Ray-Ban et compagnie. Donc Boz a fait croître significativement d'ailleurs ce Reality Lab dernièrement. Il y a quand même plus de 10 000 employés qui bossent maintenant sur le futur de Facebook en VR/AR. C'est énorme. 10 000 personnes, t'imagines, rien consacré à ça, c'est incroyable. C'est énorme, absolument, non, mais ça montre bien l'ambition de Facebook aussi vers là, hein. Et Boz c'est un ancien, hein. C'est un mec qui a 15 ans de boîte, c'est un fidèle de Mark Zuckerberg, un ami même. Mais son choix comme CTO, ça montre, voilà, stratégiquement, Facebook considère pas son activité sur le hardware comme quelque chose de secondaire.
Et voilà quoi, c'est cohérent, hein. Il faut s'attendre à toujours plus d'appareils Facebook, des lunettes, des assistants, mais pas seulement, hein, sans doute bientôt une smartwatch, ou un truc de santé connectée. Bah la santé connectée en plus ça a un marché énorme. Donc voilà, bon on sait pas exactement quoi, on sait que bon, quand il y a une smartwatch, il y a des brevets, enfin bon, on pense que ça va sortir assez rapidement. Après, bon, tout est possible, pourquoi pas des chiottes connectées Facebook, va savoir. Mais c'est Pourquoi même pas tu vraiment dis une ça, blague. des chiottes? Parce qu'effectivement, c'est un gros sujet d'actu-tech, les chiottes connectées. Mais oui, j'ai lu un article du Guardian là-dessus récemment, les chiottes qui analysent ton urine et ton caca existent, et deviennent de plus en plus sophistiqués en plus. C'est-à-dire que le nombre de trucs qu'on peut deviner rien qu'avec ton caca est incroyable. À coup de caméra, de laser, voilà. Ton chiotte pourrait te conseiller un régime, hein, te prévenir si tu vas avoir des hémorroïdes, ou détecter précocement des polypes. Et puis il pourrait faire un suivi grâce à la reconnaissance anale. Alors je rigole pas, les Coréens Dizaine travaillent dessus, et les mecs de Stanford sont à fond aussi sur l'analyse du caca et du pipi. Pipi par couleur et vélocité, apparemment ça marche très bien. Donc, il est possible que dans un futur pas si lointain, ton anus soit scanné par tes toilettes. Et le lendemain, voilà, pourquoi pas, elle pourrait se retrouver dans le cloud. Parce que voilà, comme ça tu pourrais être suivi dans des toilettes même hors de chez toi. Tu vas à les toilettes des amis, bah il sait quand même que c'est toi. Toilette publique, il sait quand même que c'est toi. Et il peut, voilà, et donc pourquoi pas par Facebook du coup, hein, pourquoi pas. Donc tu pourrais être reconnu par ton fion dans des toilettes publiques qui pourraient en déduire que tu manges pas assez de fibres, et tu pourrais recevoir dans ton flux des pubs pour Weetabix en temps réel. Parce que, et même pendant que t'es encore sur le trône, je veux dire, si c'est pas un futur merveilleux. C'est la reconnaissance faciale, c'est rien du tout. Attendez qu'arrive la reconnaissance anale. Oui, et j'ai quand même la naïveté de penser qu'il y a effectivement un potentiel sur le plan de la santé qui est dingue, parce que comme tu le dis, les urines et le caca, c'est des sources quand même d'informations assez dingues sur le plan de la santé. Bon, puis on imagine bien aussi les entreprises qui veulent vérifier si leurs collaborateurs se nourrissent bien, si prennent pas de drogue, tu vois, s'ils font pas de choses illégales. J'ai beaucoup d'idées. Oui, j'ai tellement d'idées d'applications de toilettes connectées si et encore. S'ils se droguent pas, tout ça. Oui. Mais j'imagine que les gens qui bossent dessus ont encore plus d'idées que nous, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement motivés pour développer ça. L'Europe, on devait vous en parler, voudrait un chargeur unique. Et alors honnêtement, quand on a un iPhone, moi mon bon vieil iPhone 10 que j'aime bien, hein, il fait toujours super bien son job, mais il a cette foutue prise Lightning. Apple eux-mêmes propose des iPads avec de l'USB-C. Bon, ils proposent aussi des Apple Watch qui ne sont pas USB-C, hein, qui ont des contrôles, qui ont des chargeurs différents par induction. Mais grosso modo, on se dit, mais c'est l'avenir l'USB-C. Il y a plein d'intérêts à avoir uniquement des chargeurs USB-C pour des raisons écologiques et pratiques. C'est tellement évident. L'Europe veut se battre pour ça et nous proposerait peut-être bientôt une loi qui obligerait les constructeurs à commercialiser uniquement des appareils avec USB-C en Europe, Guillaume. Ouais, alors ça concernerait les téléphones, les tablettes, les casques, voilà, c'est une loi qui pourrait être présentée ce jeudi. C'est une loi, à mon avis, dont à peu près tout le monde se fout, puisque tout le monde est déjà passé à l'USB-C. Alors tout le monde, non, ouais. Mais non. Sauf une petite boîte d'irréductible Control Freaks qui résiste encore et toujours à l'interopérabilité. Apple, bien sûr, voilà. Apple qui fustige cette décision de l'Europe avec des arguments toujours plus foireux, comme quoi ça va être terrible pour le consommateur, que ça va générer une montagne de déchets électriques sous laquelle le continent va suffoquer, il pourrait y avoir des morts, des petits enfants étranglés par des câbles Lightning revenus à l'état sauvage. Bon, j'exagère, hein, y a pas qu'Apple, et qu'il y a encore pas mal de chargeurs en USB-B en fait. Non, mais parfois tu retrouves des micros USB, enfin tu retrouves des trucs. Ouais, si ça arrive quand même encore, des trucs propriétaires même. Mais bon, globalement, voilà, c'est sûr, c'est Apple qui gueule le plus. Même si, comme tu le dis, ses propres iPads sont déjà en USB-C et que plein de trucs se branchent donc directement dessus sans problème et que c'est très bien. Mais attention, ça serait une catastrophe pour vous, hein, bien sûr, de se passer de Lightning sur un iPhone. Voilà, parce que ça n'a rien à voir. Bon, évidemment, pour Apple, Lightning, c'est une source de revenus, et surtout, c'est une source de contrôle. Et oui, parce que toute entité qui veut se connecter à un iPhone doit passer par Apple et lui payer son écho. Et oui, j'ai utilisé le mot écho en 4 lettres. C'est un mot très pratique, hein, surtout pour le Scrabble ou les mots croisés. Et bon, renoncer à Lightning, ce serait renoncer à tous ces périphériques propriétaires qu'il vend lui-même. Il y a les adaptateurs Apple Approved, n'est-ce pas, quand on en raffole tous. Mais surtout, ça serait renoncer au contrôle sur tout l'écosystème, et ça, il aime pas Apple, la perte de contrôle. Ça l'insécurise, peu cher. Et son insécurité, elle est si forte que ça pourrait le pousser à des extrémités terribles. Certains voient déjà Apple prendre les devants en virant Lightning pour le remplacer par que dalle. Rien du tout.
Et si la réponse d'Apple, c'est un iPhone sans aucun port. Voilà, tout en Bluetooth, recharge par induction, et fuck you l'Europe. Et fuck les déchets électriques aussi d'ailleurs, parce que bon, et puis le rendement de recharge aussi, pendant qu'on y est, puisque le rendement de recharge par induction, c'est moins bon qu'avec un simple fil. Mais bon, l'incroyable courage d'Apple, hein, et qu'il a eu comme ça, environ la prise casque, ben il pourrait trouver la force de le retrouver pour virer Lightning complètement. Allez savoir. Ils sont tellement vaillants chez Apple quand il s'agit de défendre leur bilan financier. C'est probablement... j'aime beaucoup, hein, tu le sais, les produits Apple par plein d'aspects. Et ça, c'est probablement le truc le plus indéfendable. Le truc qui doit faire clairement consensus, à part quand tu es dirigeant chez Apple. Même au sein d'Apple, je suis sûr que les salariés Apple eux-mêmes, ils ont qu'une envie, c'est de remplacer du Lightning par l'USB-C. Personne peut défendre ça. Il y a que des lobbyistes et des dirigeants de l'entreprise. Mais c'est incroyable à quel point c'est un truc qui paraît normal. Et ben je suis ravi qu'un truc comme l'Europe et probablement que c'est pas suffisant, hein, ça c'est clair, mais prenne ça comme combat. Et il faudrait aussi peut-être, j'en sais rien, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais empêcher effectivement qu'il y ait ces mouvements catastrophiques qu'on puisse dessiner, qui serait d'avoir des chargeurs uniquement, enfin d'obliger la charge par induction. Mon Dieu. On suivra ça. Ils sont rancuniers aussi Apple, hein, pas question de leur côté de rouvrir la porte à ceux qui ont abusé de leur service, Guillaume. Ouais, bah oui, évidemment, Apple refuse de voir revenir Fortnite, en tout cas pas avant un jugement définitif. Or, le cas Apple versus Epic est en appel, et bon, évidemment, hein, ça doute un petit peu sur la demande d'Epic d'ailleurs, et donc, Apple estime que le cas continue, donc, allez hop, pas de Fortnite. Donc Apple avait pourtant dit qu'il accueillerait Epic à bras ouverts s'il suivait les règles comme tout le monde. Sauf que non, bon, Apple est dans son bon droit, probablement, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais quand même, on sent un petit côté revanchard, qui est pas très subtil. Parce que bon, après tout, le retour de Fortnite sur l'App Store leur rapporterait des millions, eux aussi, justement, puisqu'ils paieraient les 30%. Mais bon, non, ils préfèrent s'asseoir sur une véritable fortune pour punir Epic. Bon, franchement, toute cette histoire est assez pathétique. Bon, ils ont pas besoin de ces revenus pour aller bien, Apple, ça c'est sûr. Bon, quelque part, je peux les comprendre. Tu vois, entre les défendre par rapport à cette situation versus Epic et cette situation du Lightning versus l'USB-C, j'ai choisi mon combat et j'ai choisi mon camp. Allez, on a parlé des gros là, hein. On a parlé quand même de deux gros, Facebook et Apple, et justement, on parle de gros, mais la taille compte, et c'est pas prêt de s'arranger. Ça ressemble un petit peu au panorama de nos vertes prairies, Guillaume. On a beaucoup de champs qui se sont rassemblés, des agriculteurs qui sont de moins en nombreux, et des parcelles, des agricultures qui sont de plus en plus grandes. Il y a une concentration, mais particulièrement importante dans le monde de la tech, Guillaume. D'ailleurs, on parle beaucoup de monopole, d'anti-monopole, tout ça. Donc Biden a nommé Lina Khan, la tête de la FTC, pour lutter contre les boîtes monstres, qui ne peuvent finalement que croître. Hein. Et cette semaine, elle a mis en évidence ses priorités. Je cite ses priorités, c'est se focaliser sur le déséquilibre des pouvoirs et sur les concentrations galopantes. Donc en gros, Lina veut changer de modèle en ayant une vision holistique du problème du monopole, qui peut être néfaste non seulement pour les consommateurs, pour le prix, etc., mais aussi pour les travailleurs, évidemment, et puis plus largement pour l'innovation et pour l'économie finalement dans son ensemble. Bon, sans nommer personne, elle cite par exemple une boîte qui serait si grosse qu'elle pourrait centraliser le pouvoir et externaliser tous les risques, et exercer une pression sans limite sur ses sous-traitants. Alors, si vous pensez que les GAFAM s'estiment déjà assez grosses, justement, pour, s'arrêter d'acheter, figurez, il faut revenir, il faut en revenir parce que finalement, ça continue, quoi. Les GAFAM continuent d'acheter tous leurs futurs rivaux potentiels. Oui, ça s'est pas calmé, loin de là. C'est même complètement explosé, hein. D'après une étude de Financial Times, qui relaie une étude d'une boîte d'experts, les boîtes tech ont dépensé pas moins de 264 milliards depuis le début de l'année 2021, pour acheter des boîtes, donc des boîtes de moins d'1 milliard. Donc c'est un record absolu. C'est jamais vu même pendant la bulle internet de 2000, hein, c'est complètement du jamais vu. Ça représente 9222 achats, principalement des startups, pour 8451 d'entre elles. Donc c'est des rachats qui sont pas forcément spectaculaires, hein, qui font pas forcément la une des journaux, mais qui assurent vraiment au très gros, de rester sans rivaux, puisque de toute façon ils achètent toute la technologie en amont. Celles qui feront la tech de demain, et les autres, même celles qui vont se foirer, mais c'est pas grave, de toute façon, ils les achètent toutes. Et voilà, donc ils les auront. Le principal, c'est de s'assurer de rester aussi puissants dans les 10 ans qui viennent qu'ils le sont aujourd'hui, quoi. Allez, on
passe à une autre rubrique, un autre géant dont on va pouvoir parler, parce qu'on n'a pas encore parlé d'Amazon, et on a alors des nouveaux témoignages qui nous arrivent, avec une initiative qui, sur le papier, qu'est-ce qui peut mal se passer ? L'idée, c'est tout simplement de filmer l'environnement des livreurs Amazon pour voir si ils sont bien en sécurité, et pas du tout pour contrôler d'ailleurs leur performance. Et puis surtout, ce contrôle, il se passe extrêmement bien, Guillaume. Oui, l'enfer, les bonnes intentions, ça reste à voir, mais la dernière fois, Pod évoquait les caméras Amazon qui surveillent les chauffeurs. Donc Vice a publié une enquête là-dessus qui est assez édifiante. Donc en gros, depuis le début de l'année, Amazon a fait installer des caméras de l'entreprise Netradine dans les camions de ses sous-traitants, dont beaucoup de camions, tous, le but c'est tous, je suppose. Donc elles sont censées surveiller les chauffeurs et les prévenir s'il faut une erreur de conduite, s'ils se conduisent pas de manière sécure. Et l'environnement, c'est important, ils filment certes les conducteurs, mais aussi l'extérieur du véhicule. Et ils associent les deux, évidemment. Tout à fait. Et bien entendu, après, ils loguent ça sur les serveurs de Netradine et Amazon vient voir qui a été un super élève pour octroyer ses bonus. Alors vu comme ça, c'est super, les boîtes qui ont des chauffeurs, les chauffeurs les plus prudents, sont récompensés le plus. Magnifique. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord, comme vous vous en doutez peut-être, le système Netradine est très peu fiable et il s'active pour tout et n'importe quoi. Ça ferait rigoler si c'était pas aussi catastrophique pour les gens, mais les témoignages qui montrent à quel point ça marche mal sont assez dingues. Tu te dis, mais le truc, ils l'ont juste pas testé, quoi. Écoute, le chauffeur regarde son rétro, il quitte la route des yeux, c'est mort, il met en route sa radio, il quitte la route des yeux, c'est mort, il dépasse un stop, même si c'est pour voir qu'il y a un angle mort, même si c'est pour voir derrière un mur ou un truc comme ça, c'est mort. Pour qu'on ait le tout en plus, il accumule des faux positifs, c'est-à-dire qu'il flague des trucs qui se sont juste jamais produits. Donc c'est un système qui est une source de stress perpétuelle, et surtout dans le contexte d'un livreur Amazon. Un livreur Amazon, c'est un mec qui fait c'est des gens qui sont ultra sous pression pour livrer un max de colis par jour. Jusqu'à l'intenable d'ailleurs. Par exemple, un truc tout con, Netradine requiert la ceinture de sécurité pour démarrer, ça paraît normal. Oui, sauf quand tu dois t'arrêter 12 fois dans le même pâté de maison, et que le temps passé à mettre et enlever ta ceinture, ça impacte sur ton rendement et donc sur ton bonus. Parce qu'être livreur Amazon, non. Quand je dis livreur Amazon, non. Vous êtes livreur pour Amazon. Parce qu'en fait, vous êtes contractuel, bien sûr. Amazon emploie 2000 boîtes pour ses livraisons, ce qui fait dans les 115 000 chauffeurs aux États-Unis, 115 000 chauffeurs qui roulent pour Amazon, mais qui sont dans des boîtes indépendantes, évidemment. Et être chauffeur pour Amazon, c'est tendu comme un string, comme ambiance. En fait, les prix sont tellement tirés vers le bas que pas mal de petites boîtes ne peuvent pas survivre sans les bonus, tout simplement. Les bonus qui sont quasiment impossibles à avoir depuis Netradine. Parce qu'il faut savoir que, globalement, il faut à peu près dans les 5 événements, au-dessus de 5 événements, ce qu'ils appellent des événements pour 100 trajets, c'est mort. Avec la sensibilité du système, 5 événements sur 100 trajets, c'est très très vite fait. À tel point que autant les chauffeurs que les managers des boîtes en question considèrent que Netradine, c'est plus une aubaine pour Amazon, qui a un prétexte tout trouvé pour couper dans les bonus, et pour filer moins de pognon, et voilà, c'est toujours ça de gagner. Donc, je sais pas si les technologies IA remplaceront les boulots demain, mais elles ont déjà le pouvoir de les pourrir aujourd'hui, ce qui est c'est déjà très fort. Et simplement le fait qu'un véhicule se rabatte devant toi qui est en train d'essayer d'aller livrer un colis Amazon, ça déclenche tout de suite le fait que tu es trop près du véhicule, alors qu'objectivement tu peux juste rien faire. C'est extraordinaire. Ça fait sourire et pourtant c'est des situations humaines vraiment tristes derrière. Donc bon. Allez. Scoop, Guillaume, il y a une étude qui montre quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas soupçonné. Figure-toi qu'avec l'autopilote de la Tesla, les conducteurs seraient un peu moins vigilants. C'est vrai ça ? Écoute, c'est une étude du MIT qui confirme que quand tu mets l'autopilote dans une Tesla, effectivement, tu regardes moins souvent la route. Précisément, ils ont analysé les regards de 290 personnes avec et sans autopilot, et avec autopilot, les gens regardent moins la route. Leurs yeux sont plus souvent dirigés vers les zones basses de non-conduite, comme prendre les zones smartphone. 22% des regards off-road, d'ailleurs, ont duré plus de 2 secondes. Donc ils ont quantifié en fait qu'on est moins focus sur la route quand c'est pas nous qui conduisons, ce qui est effectivement pas super étonnant. Pourtant, c'est en substance ce qu'avait dit Jennifer MD, la boss de la sécurité routière américaine, à propos justement de l'autopilote Tesla. Et ça lui a valu la vandalisation de sa page Wikipédia par des cultistes Tesla. Bon, écoute, au moins maintenant elle peut se défendre en appeler au MIT pour appuyer ses propos, c'est déjà ça. Tu vois, il y a pas, les pires ne sont pas les fanboys Apple maintenant, c'est les fanboys Tesla, c'est encore pire. Tiens, au passage, il y a une nouvelle fonction de Tesla, je sais pas si tu l'as vu annoncée, mais c'est une fonction qui évalue
ta qualité de conduite. Donc on n'est pas très très loin de la philosophie autour des livreurs. Sauf que c'est toi qui payes pour l'avoir. Et sauf que c'est toi. Alors non, c'est offert. Hein. C'est offert avec la mise à jour, la dernière mise à jour qui est distribuée sur les appareils, sur les Tesla, pardon, 2021 3222. Et alors rassure-toi, quelle que soit la note obtenue, on nous précise bien que les conséquences sont totalement nulles. Hein. Que tu sois un très très bon conducteur ou un conducteur qui soit un vrai danger public sur la route, il y a pas du tout de conséquences. Bon, aujourd'hui. Après, demain, à ce que Tesla veuille commercialiser... d'assureur, ça. Oui, mais justement, tu sais que Tesla s'était prononcé il y a de ça quelques temps. Il y avait eu des rumeurs disant, et ce serait tellement logique que Tesla voudrait bien, en plus de te vendre son véhicule, te commercialiser l'assurance auto. Qui mieux que Tesla serait si tu es un bon conducteur ou pas un bon conducteur? Qu'est-ce qu'ils sont forts. Tu parlais de... alors, excuse-moi, je reprends mon conducteur. Reconnaissance faciale qui, une fois de plus, se retrouve mise à mal, comme beaucoup de reconnaissance d'intelligence artificielle, avec des solutions assez simples en fait, non? Ouais, une manière facile, pas chère de tromper la reconnaissance faciale, et en plus celle-là, elle est trop stylée. Parce qu'elle consiste à prendre une photo de ta tête et à voir quels sont les points chauds de ton visage, c'est-à-dire en gros ce qui pèse le plus lourd quand il s'agit de te reconnaître avec tel ou tel algorithme. Ensuite, on en déduit un make-up qu'on applique avec délicatesse et style pour être à la fois magnifique et protégé de la reconnaissance faciale. Et quand je dis make-up, c'est vraiment du maquillage, c'est-à-dire c'est vraiment passe-partout. C'est pas des traits n'importe comment sur ta face qu'on fait au feutre. Hein. C'est si on le sait pas, c'est impossible de deviner que tu as appliqué ce fond de teint, ce rouge à lèvres et ce blush à croquer pour échapper aux flics. En fait, n'importe quel maquillage réduit déjà les chances d'être détecté. Sur les réseaux ResNet et FaceNet, les sujets étaient repérés dans 48% des images sans maquillage, mais plus que 34% des images avec. Mais si on se maquille pour le réseau, en gros si on se fait beau pour lui, on aura plus de succès et forcément ça marche dans 100% des cas. Ce qui est intéressant à suivre avec ce type d'actualité, c'est pas de se dire que l'intelligence artificielle est facilement dupable, ça on le savait, de dire qu'il y a une victoire nette de la créativité humaine et du maquillage en l'occurrence, mais c'est plus de voir à quel point c'est vraiment le jeu c'est la course quoi. C'est en permanence une amélioration du côté des algorithmes qui est mise à mal par des solutions qui sont parfois très simples, mais très malignes, et ça améliore du coup les algorithmes. Bref, vous connaissez le jeu du chat et de la souris. Allez, on va parler un petit peu de composants, Guillaume, parce que y a encore quelque chose, c'est patatras, encore une chose qui met à mal la production de composants dans le monde, c'est tout simplement les travailleurs, les humains, Guillaume. Ouais, une tradition, les petites nouvelles de la pénurie de composants. Alors cette fois, c'est une vague de Covid Delta aux Philippines, au Vietnam et en Malaisie qui aggrave les choses, parce que pourtant dans ces pays, on ne fond pas de puces, on ne fabrique pas de puces, hein, c'est pas comme à Taïwan, mais on fait de la découpe ou du packaging, par exemple, de puces. Et c'est des trucs et c'est des étapes qui sont aussi importantes, tout simplement. Donc les fabricants de voitures, de bus, de camions s'attendent à manquer à gagner 450 milliards sur la période 2020-2022. Et oui, ça n'en finit pas de poser problème. Alors bon, là c'est le Covid, donc c'est un problème de main d'œuvre, mais en fait il y a aussi non seulement le fait qu'ils soient pas là à cause des maladies, mais aussi tout simplement que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qualifiés. Donc il y a un tiers des boîtes électroniques asiatiques qui mentionnent des problèmes pour trouver des travailleurs qualifiés, mais ça monte à 67% aux États-Unis et à 63% en Europe. Parce que faire des puces, ça demande de manipuler des produits chimiques assez délicats, et du coup faut être qualifié pour ça quoi. Alors espérons que ça s'arrange pour Intel, parce que quand on dit 67% aux États-Unis, il faut voir que Intel, lui, il est parti, hein, ça y est. On sait qu'il a énormément investi et que c'est parti. Donc là, cette semaine, ils ont lancé la construction de 2 nouvelles usines en Arizona, les Fab 52 et 62 sur le campus de Chandler. Donc c'est un projet à 20 milliards, 18 000 emplois indirects et indirects. Les usines seront équipées en machines à ultraviolet extrême de 2e génération. Par contre, elles ne seront pas en fonction avant 2024 au mieux. Donc oui, la pénurie, ça va encore durer un petit moment. Et on va aussi se pencher sur la situation des composants pour l'Europe. Pour devenir indépendant, qu'est-ce qu'il faut, Guillaume ? Ouais, l'indépendance, c'est un grand sujet en ce moment. T'as vu ? Bon, évidemment, t'as vu, c'est les sous-marins de la colère qui ne quittent plus les titres des journaux. La France est complètement sidérée de cette fait mettre un vent historique. C'est une histoire intéressante quand même, hein, parce que déjà, le fait que l'Australie change d'avis pour des sous-marins nucléaires, de sous-marins diesel, c'est quand même, ça veut dire énormément de choses, parce qu'un sous-marin diesel, un sous-marin nucléaire, c'est pas du tout le même usage. On passe de petites patrouilles pas trop loin, à des engins qui peuvent rester des mois sous l'eau, et qui peuvent aller à Taïwan s'il faut, y a pas de problème. Donc en gros, ça montre que Biden veut contenir la Chine par une présence militaire significative, avec ses sous-marins, et puis avec ce pacte AUKUS, dont on ne fait pas partie, ni nous, ni aucun Européen d'ailleurs. Donc voilà, la confrontation avec la Chine, c'est un enjeu qui est quand même si important
pour Biden, qu'il est prêt à faire 2 trucs vraiment très forts. D'une part, à vendre de la technologie nucléaire américaine à un pays non nucléaire, ce qui se fait pas, normalement, pour des raisons évidentes de secret industrialo-militaire, ou militaro-industriel. Et d'autre part, bien sûr, évidemment, s'asseoir sur notre contrat avec l'Australie et péter dessus. Bon, des blocs se reforment, clairement, voilà, tout bouge, les interdépendances économiques sont complexes, et nous, on sait plus trop où on est, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, manifestement, les alliés d'hier sont un petit peu moins les alliés d'aujourd'hui, et donc, comme la Chine, d'ailleurs, ou comme l'Inde ou la Russie, être dépendant, de la microélectronique américaine, ça nous saoule. Et ça, c'est peut-être l'occasion de voir le décollage de nouvelles architectures, de nouvelles puces, qui sont ni Intel, ni ARM, ni MIPS, par exemple, les RISC-V. À l'origine, RISC-V, c'est quoi? J'en ai déjà parlé sans aucun doute, mais voilà, c'est un modèle de processeur, et donc une ISA, donc un langage de programmation de processeur, en quelque sorte, qui ont été conçus à Berkeley pour être ouverte et gratuite. Voilà, c'est un processeur open source. Et donc c'est un truc qui est soutenu quand même évidemment par Google, Nvidia, AMD, Qualcomm, un petit peu tout le monde, mais aussi par NXP, à travers le monde. Et globalement, c'est une architecture qui est simple et fraîche. Voilà, sans microcode, sans bagage lourdingue de type rétrocompatibilité. Voilà, un truc Intel doit se fader depuis des décennies. Alors moi aussi d'ailleurs, dans une certaine mesure. Donc c'est une architecture sans chichi, qui exécute tout dans l'ordre, mais qui peut être, donc déjà 32, 64 ou 128 bits, et qui est prévu pour être massivement multicœur. Au besoin, bien sûr, c'est quand même extensible, on peut sophistiquer tout ça selon les besoins tu peux mettre du out-of-order si tu veux, tu peux mettre des instructions vectorielles, de la virtualisation, etc. Donc bref, c'est très customisable, c'est libre de droit, et c'est au cœur d'EPAC. EPAC, c'est le European Processor Accelerator, est conçu par l'EPI, qui est le European Processor Initiative, qui était lancé en 2018. Et donc l'EPAC a été prototypé en FPGA, donc sur des puces reconfigurables, en mars dernier c'était, et là c'est allé assez vite, puisqu'il y a un test en vraie grandeur qui a été mené par GlobalFoundries, qui a fabriqué 143 puces EPAC, qui ont été vraiment produites pour être testées. Et donc c'est quand même, c'est un processeur européen, quoi. Parce que l'EPI, il est financé par 10 pays, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mais pas l'Angleterre, notez bien. Et l'EPAC lui-même, c'est un processeur qui est aussi super européen. C'est une collaboration qui est faite entre des ingénieurs, et des chercheurs qui vont de Zagreb à Barcelone, à Zurich, en passant par Munich, passant par le CEA en France. Et bon, voilà, ça fait quand même plaisir à voir, et si pour le moment ça va pas remplacer tout de suite un accélérateur Tesla ou une Radio Instinct, c'est quand même un bon début, et c'est un tournant qu'on peut voir un petit peu partout, en fait. Les grands pays veulent leur indépendance technologique, et on voit un foisonnement de nouvelles puces qui sont ni Intel, ni IBM, ni ARM, ni AMD, et qui sont remplacées par des puces locales, avec plus ou moins de succès et de pertinence, évidemment, mais quand même. Puis bon, si on prend l'exemple de la Chine, on se souvient sans doute des essais avec l'architecture MIPS, les Lungsun, pardon, les Lungsun, et puis il y a eu le Taiyu Lite, qui a été basé sur des puces propriétaires de Sunway. Donc la dernière version d'ailleurs est proche d'un celle de PlayStation 3, c'est assez marrant. Il y a aussi les Godson qui sont des MIPS 64, et certains Lungsun étaient des clones de CPU AMD, des clones d'Epic. Il y a des Power 8 aussi, qui sont donc des architectures IBM un petit peu anciennes, qui sont à l'étude. Mais il faut pas croire que la Chine soit systématiquement à la traîne avec des vieux machins, finalement. Ça, c'est un peu fini. Il faut se souvenir que le Tianhe 2, qui a été leader du top 500 un temps, quand même, le top 500 des super ordinateurs du monde, c'est un truc qui était au début constitué de processeurs Intel et de Xeon Phi. Et en 2016, donc c'est en 2015 tout ça, et en 2016, Obama a interdit l'export de puces américaines pour les supercalculateurs chinois. Et résultat, le gouvernement chinois a foutu 500 millions de dollars pour développer des remplaçants au Xeon Phi, et ça a donné les Matrix 2000, introduits en 2017. Et comme les Xeon Phi, c'est des puces massivement multicœurs, 128 cœurs pour 5 teraflops par carte, et c'est des puces qui sont pas tout à fait au niveau de celles des rivales d'Intel d'ailleurs, mais ils ont quand même réussi à développer 95 pétaflops, alors qu'ils avaient prévu 100 pétaflops avec les Intel. Donc c'est quand même pas si mal. Et cette année, les Chinois lancent des cartes graphiques grand public, qui sont 100% chinoises, qui ont été conçues et produites, fabriquées, fondues en Chine. Et elles rivalisent avec les GeForce 1080. Et là encore, c'est franchement pas si mal. Alors oui, effectivement, c'est pas des 3090, mais quand même, c'est pas ridicule, tu vois, une GeForce 1080, même encore aujourd'hui. Et pour les data centers, il y a Big Island de Tianchu Xinxin. Je suis sûr que je l'ai prononcé n'importe comment, désolé. C'est pas grave, moi je te pardonne d'avance. Mais c'est Big Island, donc, qui devrait rivaliser avec les A100,
et mais avec les process taïwanais par contre, hein, donc ils sont gravés par TSMC, mais c'est des choses qui vont rivaliser avec les produits Nvidia, quoi. Donc c'est quand même très important que les Européens s'émancipent technologiquement le plus vite possible, parce que sinon, ce qui nous pend au nez, c'est de passer d'une dépendance américaine à une dépendance chinoise, quoi, et ça serait ballot. Du côté de la Chine, je vois bien comment il peut y avoir les conditions clés de succès de leur développement de processeurs. Il y a une vraie industrie qui peut se mettre en branle autour. En Europe, est-ce que tu penses que les industries qui exploitent les composants sont suffisantes pour qu'il y ait des conditions de succès pour de la production de composants locaux? Je m'explique. On en a eu, hein. On a eu des usines, on en a toujours, elles sont pas au niveau, mais on en a eu, et c'est pas impossible, c'est juste une question de beaucoup d'investissement, de beaucoup de travail, mais c'est pas forcément impossible. Clairement, on n'est pas en avance, quoi. Ça, je parle des industries qui utilisent les processeurs, tu vois, je pense aux constructeurs automobiles, aux constructeurs de smartphones, etc. Il y en a en France, il y en a en Europe, notamment pour l'automobile, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'industries qui exploitent les composants? C'est vraiment une question pour laquelle je n'ai pas du tout la réponse, et j'ai pas la teneur des quantités d'industries concernées, mais est-ce qu'il y a suffisamment pour faire fonctionner des processeurs européens, quoi? Oui, c'est clair et net. Enfin, okay. L'Europe est un marché énorme. C'est un marché où où il se vend énormément d'appareils, enfin d'ordinateurs, de téléphones, tout ce que tu veux, et aussi énormément de serveurs, énormément de data centers. C'est un producteur de bagnoles. En Allemagne, si tu veux, ils ont énormément de production de bagnoles. Et de toute façon, dis-toi bien que pas absolument tout, mais pratiquement tout aujourd'hui a une puce dans le bide. Oui, ça sur le point à quel point les processeurs sont répandus dans les objets du quotidien, je pense qu'on en est tous convaincus. Quand t'as du mal aujourd'hui quand tu sais qu'il y a des usines, pour le coup, les voitures c'est le plus emblématique, mais ils sont à l'arrêt parce qu'il y a pas assez de processeurs. Quand tu sais qu'il peut y avoir des délais mais incroyables autour de lave-linge ou d'autres frigos, ça tu le mesures tout de suite. Mais j'avais la naïveté de penser qu'en Europe on produisait pas assez d'appareils qui exploitaient les composants pour rendre viable la production de composants tout court, contrairement aux États-Unis ou à la Chine ou à d'autres pays asiatiques. Oui, mais ça dépend probablement du marché, on va dire. Mais c'est vrai que, il y a en Europe comme ailleurs, il y a des secteurs stratégiques déjà de base pour lesquels on aimerait bien avoir nos propres puces qu'on maîtrise, qu'on fabrique, etc. Enfin, tu vois, si demain les États-Unis la défense nous coupent les processeurs Intel, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est ce qui est arrivé à la Chine, hein. C'est un genre de truc, ça paraît complètement de la science-fiction, mais oui, surtout compte tenu des annonces d'Intel récentes vis-à-vis de l'Europe, mais oui, c'est une vue de l'esprit qu'on peut avoir, effectivement, à long terme notamment. Et c'est pas des mouvements à long terme qu'il faut sous-estimer, et il vaut mieux les anticiper. Donc je comprends la logique. Ok, merci beaucoup Guillaume pour cette revue des processeurs une fois de plus dans Tech Café, et on va en profiter du coup pour aller encore dans les composants, mais en faisant un détour dans la case des jeux vidéo. Est-ce qu'il va falloir se ruiner, Guillaume, pour profiter du SSD sur la PlayStation 5? Quelques news jeux vidéo rapides. Oui, c'est vrai que c'est juste pour relayer un truc de Digital Foundries qui se sont amusés à voir, en gros, vous savez que sur les PlayStation 5, vous pouvez rajouter un SSD. Donc c'est un SSD au format M2 et PCI Express 4, et en fait, il est recommandé qu'il soit rapide, et Digital Foundry s'est demandé à quel point c'était grave s'il était pas aussi rapide que ça. Oui, donc, spontanément, moi je mettrais très cher, tu vois, j'ai payé très cher ma PlayStation 5, logique. D'esprit, hein, j'en ai pas, mais j'irais jusqu'à aller payer très cher pour le SSD. Oui, c'est logique. Et bon, ils se sont dit, on va prendre un SSD un petit peu, pas incroyable, quoi, un Western Digital 750 SE, 3200, 3,2, je vais y arriver, 3,2 gigaoctets en lecture, et puis ils en ont pris un super plus rapide, 2 fois plus rapide, qui est donc à 7 gigas. Donc notre Western Digital, ils ont mesuré les deux, donc ils ont mis l'un et l'autre dans une PlayStation 5, ils se sont dit est-ce que ça pose vraiment un problème d'avoir un SSD qui soit un SSD 2 fois plus rapide, est-ce qu'on voit la différence? Et la réponse, c'est la plupart du temps non. En gros, pour charger les jeux, ça se voit quasi pas. Dans les jeux qui utilisent beaucoup de streaming comme Ratchet & Clank, Rift Apart, écoute, ça roule, on voit pas de différence non plus, y a aucune différence notable, donc en fait, ça change strictement rien. Le seul problème, ça vient des transferts, c'est-à-dire si vous, c'est les copies en fait, les copies sont plus longues, avec un SSD plus lent,
Et voilà, sinon elles sont évidemment beaucoup plus rapides. Mais mis à part ça, pour le jeu, ça change pas grand-chose. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous pouvez en fait mettre un SSD moins cher et moins rapide, pourvu qu'il soit PCI Express 4, etc. évidemment. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour un truc extrêmement performant. Vous pouvez toujours jouer avec vos jeux PlayStation 5 sur des solutions, enfin des SSD milieu de gamme, disons. Ceux qui ont des PlayStation 5 seront ravis de l'apprendre, j'en suis sûr. On continue un petit peu, on va parler de Resident Evil. Oh là là, Guillaume, à chaque fois qu'on me parle de ce jeu vidéo, je repense à la première édition sur PlayStation dont j'avais profité. Que de souvenirs, avec les caméras là, fixes dans tous les coins. Ça marchait super bien. Justement, ça revient. Ouais, justement. Alors justement, là tu parles des Resident Evil, les premiers avec caméra fixe. Le 4, c'est celui qui a cassé tout ça, justement, qui a donné une caméra dynamique avec donc un jeu à la troisième personne. On s'en souvient, non, sur GameCube, enfin on s'en souvient sur GameCube ou sur PlayStation 2, ça dépend des fois, mais là, la news, en fait, c'est deux news réalité virtuelle, parce que Resident Evil 4 revient en réalité virtuelle sur Oculus Quest 2, et malheureusement seulement sur Oculus Quest 2 le 21 octobre. Et il a l'air très très bien, c'est-à-dire que voilà, il a l'air d'avoir été recréé avec la VR enfin voilà quoi, en ayant vraiment pensé à la VR, et c'est plutôt bien foutu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je trouve quand même que c'est très très dommage d'avoir une exclusivité Oculus Quest 2. Et bon, justement, pour contrer un petit peu ça, il y a une autre bonne nouvelle VR, enfin je trouve que c'est une bonne nouvelle qui, c'est petit papa Carmack qui nous la donne. L'Oculus Go, vous vous souvenez de l'Oculus Go, hein, c'est le premier casque sans fil complètement autonome d'Oculus, qui était donc moins évolué que le Quest dans le sens où il n'avait pas 6 degrés de liberté mais seulement 3, mais qu'il était quand même très bien pour regarder des vidéos, consommer voilà des petits jeux. Et ce truc-là, en fait, a été abandonné au profit du Quest. Il a été, je crois que la production a cessé l'an dernier, hein, tout simplement. Donc officiellement c'est un produit qui est mort, et comme officiellement c'est un produit qui est mort, John Carmack, comme il fait souvent avec ses moteurs, par exemple les moteurs de Quake ou de Doom, eh bien il ouvre les trucs. Lui c'est son truc d'ouvrir les trucs qui sont un petit peu terminés en fin de vie. Donc Carmack a annoncé que Facebook allait déverrouiller le bootloader de l'Oculus Go. Ce qui veut dire que vous allez avoir accès directement, automatiquement, vous allez être root sur votre Oculus Go, ce qui veut dire que vous pouvez installer n'importe quoi dessus, modifier le système d'exploitation, et c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que ce gadget qui allait crever tout simplement sur une étagère, potentiellement il peut être utilisé pour ce que vous voulez, c'est-à-dire les enthousiastes peuvent continuer les mises à jour, ils peuvent, déjà, vous aurez peut-être pas plus forcément besoin d'avoir un compte Oculus, un compte Facebook, vous pouvez sideloader n'importe quelle application dessus, vous pouvez développer dessus, vous pouvez l'utiliser pour d'autres trucs, et donc ça donne une seconde vie vraiment à un gadget qui allait crever, et ça je trouve ça vraiment très bien, quoi. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça fait très plaisir, et là encore c'est à se demander dans quelle mesure est-ce que la régulation ne devrait pas obliger certains constructeurs dans certaines situations à ouvrir les choses. Dans le temps. De mon point de vue c'est évident. Mais voilà. Après que les choses soient fermées pendant une période, je peux tout à fait le comprendre, mais effectivement ne serait-ce que pour des raisons éthiques, culturelles, en fait pour toutes les bonnes raisons possibles qui existent, il faudrait que ce soit obligé, mais bon. Un petit écho du côté du Nintendo Direct, Guillaume. Alors moi, je connais pas beaucoup l'enseigne Bayonetta, mais j'ai l'impression que ça a recueilli beaucoup d'engouement. Oui, Bayonetta 3 a été dévoilé, donc il y a eu une bande-annonce. Bon, ça a l'air aussi fou, aussi dingo qu'un Bayonetta doit l'être, donc ça c'est plutôt cool. Bon, il y a eu beaucoup de trucs. Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, toi? Moi, j'ai vu Kirby sortir et je me suis dit, waouh, on dirait vraiment un copier de Super Mario Odyssey avec Kirby. Et après tout, j'achète. C'est tout ce qu'on attend de Nintendo. Et j'ai même pas suivi les annonces autour d'Animal Crossing et j'ai mon île qui doit être envahie d'herbes folles. Là, ça fait un petit moment que je suis pas allé dessus. Ouais, je pense qu'il y a des animaux et des insectes aussi. Oh, c'est sûr. Donc il y a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, comme tu l'as dit, donc il y a un nouveau Kirby qui a l'air vraiment très cool. Il y a donc les jeux Mega Drive et Nintendo 64 qui arrivent sur le Switch Online, avec d'ailleurs des manettes dédiées, répliques des manettes originales. Il y a le Knights of the Old Republic qui arrive donc aussi sur Switch, donc le fameux jeu de rôle Star Wars qui a eu autant de succès. Et puis il y a un truc qui a beaucoup fait parler et qui me fait pas mal rigoler aussi, c'est le film Super Mario. Alors rassurez-vous, ils vont pas faire un film Super Mario comme dans les années 90 avec Danny DeVito. Quel dommage. Le film Super Mario avec Danny DeVito, si vous avez 2 heures, enfin, 1 heure et demie à perdre,
Et jetez-y un coup d'œil, c'est un grand moment, mais bon. Donc évidemment, ce Super Mario là, ce sera un film d'animation fait par Illumination Studios, ceux qui font les mignons. Et donc ils ont dévoilé le cast, donc le cast de vocal du film. Et donc ils ont choisi pour Mario, ils ont choisi Chris Pratt. Et effectivement, c'est un petit peu étonnant. Alors bon, ils ont choisi Jack Black pour Bowser, à la limite pourquoi pas. Ils ont choisi Seth Rogen pour Donkey Kong, ils ont choisi Chris Pratt pour Mario. J'ai pas la voix Chris Pratt, je suis pas capable d'identifier sa voix. Bah non mais de toute façon c'est la voix en américain, enfin je veux dire sa voix originale. C'est vrai que moi j'ai les Gardiens de la Galaxie, je l'ai vu en VF de toute façon, donc je sais pas vraiment quelle voix Chris Pratt, mais ce qui est assez rigolo si tu veux, c'est que bon Mario c'est un Italo-américain quoi, tu vois. Oui. Ils auraient pu prendre un Italien pour doubler Mario ou un Italo-américain pour doubler Mario, mais ils ont pris Chris Pratt. Je sais pas, je comprends pas vraiment comment est-ce qu'ils choisissent les gens en fait. J'ai jamais très bien compris. Donc voilà, il y a espèce de truc sur le whitewashing de Mario. Je sais pas. Est-ce que Mario avait vraiment besoin de cette polémique? Chris Pratt a vraiment promis de travailler sur sa voix pour bien faire les It's Me Mario. Bon, voilà. Je peux le faire, moi. Attends, je m'irrite. Attends, bouge pas. It's me, Mario. Bah écoute, franchement, mais je pense qu'ils auraient pu te caster. Je pense que je vais envoyer ma lettre. Au moins aussi bien que Chris Pratt. Partagez cet épisode de Tech Café avec cet extrait à Nintendo, enfin. Mais oui, mais complètement. Donc voilà, écoute, le film sortira le 21 décembre 2022. Et donc avec Chris Pratt en Mario, comme quoi, pourquoi pas, on verra bien. Wouhou! Merci beaucoup Guillaume pour cet épisode de Tech Café. Je sens que tu as été braver les éléments et en tout cas ton mal de gorge pour nous aider et très chaleureusement je t'en remercie. J'ai un peu toussé, désolé. Écoute, ça ne se sera pas entendu quand vous aurez écouté cet épisode parce que la magie du montage aura été là et moi-même de toute façon je l'ai pas beaucoup entendu. Donc encore une fois merci beaucoup. Je suis convaincu que tu vas te retrouver derrière un grog dans quelques minutes, une tisane au miel avec du citron, un truc qui va bien pour te soulager la gorge et pour t'être sacrifié pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux malgré tout nous rappeler en cette fin d'épisode où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Et bah écoute, peut-être derrière en Oculus Go du coup, parce que moi j'achète pas d'Oculus à cause de Facebook, mais maintenant que c'est déplombé, hein... Je sens que tu vas aller sur le bon coin d'occasion retrouver un petit Oculus Go. Eh ben t'as bien raison. Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part c'est Guillaume Vendée. Vous retrouvez un petit peu toutes les diverses prises de parole que je peux avoir sur guillaumevendée.fr. On a enregistré de nouveaux épisodes de Real Life avec Matt, donc plus que jamais allez vous abonner si c'est pas déjà le cas au podcast Real Life, l'amélioration du quotidien. On a des jolis sujets de rentrée qu'on vous a préparés, donc soyez à l'affût. Bien évidemment, si vous avez apprécié cet épisode et si vous l'écoutez jusque-là, c'est parce que vous êtes forcément un auditeur de qualité et ça mériterait que vous alliez regarder les avantages disponibles sur patreon.com/techcafé. En attendant, je vous souhaite d'excellentes journées, une très bonne semaine et je vous dis dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.